Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des containers. Euh, donc, le plan suivi sera le suivant. On va parler d'abord de la base sur laquelle les containers sont construits, c'est-à-dire les namespaces et les six groupes. Puis après, les bases pour un système de containers le plus populaire à l'heure actuelle, c'est-à-dire Docker. Donc, on va apprendre à créer des containers, on va voir la notion d'image. Puis on parlera de deux aspects importants, les réseaux et les volumes, et enfin l'organisation de machines Docker en groupe, en cluster, avec la solution simple offerte par Docker qui est Swarm. Okay, donc tout d'abord des remerciements à Christian Benedetti qui est à la base de ce cours. Donc les promesses des containers, en fait il y a deux promesses. Il y a d'une part, on va pouvoir mettre des applications ensemble sur une même machine sans qu'il y ait d'interférence, parce qu'elles seront containerisées. Et deuxièmement, à partir du moment où elles sont containerisées, elles sont aussi facilement déployables sur des architectures variées. Donc ça correspond à peu près à ce schéma que vous trouverez sur la page web de Docker, en cherchant un peu. Rapidement, on peut rapidement contraster les VM classiques avec les containers. Donc, dans les VM, vous avez une infrastructure physique, un système d'exploitation qui est installé, dédié à la gestion des machines virtuelles. On appelle ça un hyperviseur, comme on voit à droite. Et après, on se retrouve avec des VM, c'est-à-dire des machines ayant chacune leur propre système d'exploitation et leurs applications. À gauche, on a Docker. Donc, dans Docker, on a l'infrastructure physique, donc les ressources physiques, la CPU, la mémoire, au-dessus de laquelle on a un système d'exploitation qui est installé, assez typiquement Linux, qui va offrir des primitives permettant de créer des containers, et Docker va être un gestionnaire de containers installé au-dessus. Et dans chaque container, on va trouver, alors non pas seulement l'application, mais l'application et ses librairies, c'est-à-dire toutes les dépendances dont elle a besoin pour fonctionner, au-dessus du noyau, qui est le noyau du système d'exploitation de la machine physique. Le noyau est partagé ici. Donc les plus de la VM, c'est qu'on a un OS complet, donc on peut faire une machine Windows dans une machine Linux si on veut, ou l'inverse. On a une isolation parfaite entre les VM. Par contre, on a un usage disque plus important, un impact plus grand sur les performances, parce qu'on a l'OS de la machine physique et l'OS de la VM. Au contraire, pour les containers, on a... non, on n'a pas un OS complet, comme c'est écrit ici, mais uniquement les applications, petite erreur de copier-coller. Euh, donc c'est beaucoup plus léger, des performances qui sont très bonnes. Les inconvénients, c'est qu'on est fortement lié au kernel, au noyau de la machine hôte, et on a des potentiels risques de sécurité parce que le noyau est partagé. Okay. Les containers Linux s'appuient sur deux mécanismes du noyau, les namespaces et les six groupes. Donc les namespaces, tout d'abord, ils sont apparus il y a assez longtemps, il y a quasiment 20 ans, dans le noyau, mais en fait ils sont vraiment utilisés depuis que Docker a commencé réellement à l'utiliser en 2013. Donc ça limite un namespace, limite ce qu'un processus peut voir. Il existe 6 namespaces et chaque processus est dans un namespace. Et les namespaces sont natifs en Linux, c'est-à-dire même si vous n'installez pas de Docker, vous créez des processus dans votre machine. À partir du moment où vous l'avez démarré, chaque processus est de toute façon associé à 6 namespaces qui sont les namespaces par défaut. Alors ces namespaces, il y a namespace réseau, ça permet de donner à un processus ou un ensemble de processus sa propre pile réseau, c'est-à-dire ses interfaces, sa table de routage, ses règles IP tables, ses sockets de connexion en cours d'établissement. Les autres namespaces, UTS, ça détermine le nom de l'hôte. On peut décider que l'hôte à l'intérieur du container s'appelle, de ce namespace, s'appelle Debian, alors que la machine s'appelle Ubuntu. Le namespace IPC permet de créer des moyens de communication entre process, des sémaphores, des fils de messages, de la mémoire partagée, sans risque de conflit avec les autres groupes de processus du noyau. Le namespace user, ça permet d'avoir vos propres utilisateurs au sein d'un
d'un namespace de ce type-là, qui seront mappés, en fait, qui sont visibles sur la machine physique, mais avec des numéros différents. Donc ça recommence à 0 dans le conteneur, dans chacun des containers, et ce sera mappé sur des numéros différents dans l'autre. Le namespace mount permet d'avoir les propres points de montage d'une machine, et avoir son propre, enfin d'un namespace, avoir son propre proc, son propre sys, son propre TMP si on veut. PID, ça permet à un processus, à partir du moment où il est créé dans un namespace PID, ou plus généralement dans un container, on décrira tout à l'heure la différence entre un container et des namespaces. Donc, dans un namespace PID, on va recommencer la numérotation des process. On repart le premier qui est mis dedans, c'est le namespace 1, et à chaque fois qu'un processus est créé dans ce namespace PID, le numéro s'incrémente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les processus créés sont dans ce namespace, un peu comme un bébé container, une première partie de container, donc ils ne se voient qu'entre eux. Par contre, on les voit de l'extérieur, c'est-à-dire ils ont un autre PID qui est dans le namespace par défaut. Okay. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on peut jouer avec les namespaces? Avec la commande clone et la commande unshare, qui sont matérialisées par des pseudos dans le pseudo système de fichiers /proc d'une machine de type Unix ou de type Linux. Donc dans le /proc, vous devez le savoir, c'est un système de fichiers virtuel qui permet des échanges entre le noyau et l'utilisateur. /proc, vous avez pour chaque processus créé, donc il a un numéro, son PID, et vous allez retrouver dans /proc un répertoire par processus. Dans ce répertoire, il va y avoir un répertoire qui s'appelle ns, et si on fait un ls dedans, on retrouve les numéros des namespaces associés à votre processus. Donc par exemple pour le processus sales ici, on voit son namespace réseau qui a ce numéro là, 402 653 1992, etc., etc. Donc ce sont les numéros des namespaces associés à chacun des processus. Les sys-groupes. Les sys-groupes, on en a besoin aussi, c'est une fonctionnalité apparue plus tard, en 2008, ça permet de contrôler les ressources que l'on donne à un processus ou un ensemble de processus. Donc les namespaces vont vous permettre une séparation logique, alors que les sys-groupes vont permettre de spécifier quelles ressources physiques peuvent être consommées par un ensemble de processus qui peuvent être dans un namespace. Okay. Sans rentrer trop dans les détails, les sys-groupes sont organisés en hiérarchie, une hiérarchie par ressources, hiérarchie CPU, hiérarchie mémoire. Ils vont être matérialisés dans votre machine par un pseudo-système de fichiers qu'on va retrouver sous /sys/fs/sygroup. Lorsqu'un PID est placé dans une hiérarchie, c'est-à-dire c'est une manière si on le place dans la hiérarchie CPU, ça veut dire qu'on lui donne des contraintes CPU, tous ses fils vont se retrouver être placés dans la même hiérarchie, c'est-à-dire ils vont hériter des mêmes contraintes, ça paraît assez logique. Et pour placer un groupe dans un processus dans un sys-groupe, il suffit d'écrire le numéro dans un fichier spécial à un endroit dans cette hiérarchie de fichiers. Okay, à partir de ce moment-là, le processus est géré par ce sys-groupe. Alors, Docker maintenant, passons à Docker. Donc les bases, Docker va utiliser les sys namespaces et les sys-groupes pour construire des containers. Donc faire une isolation relativement complète d'un ensemble de processus qui auront leur propre pile réseau, leur propre point de montage, leur propre user, leur propre numéro de processus. Et Docker est un moteur de gestion des containers qui s'appuie sur les fonctionnalités du noyau. Alors les bases, on démarre un container avec un Docker run, Debian, bin echo salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on dit Docker, tu démarres un container basé sur l'image Debian dans lequel tu vas exécuter la commande bin echo avec comme paramètre salut. Et le dernier salut ici devrait être à la ligne et c'est le retour fourni par le container. On peut démarrer un container en interactif en mettant les options -it. Et donc ça permet d'avoir un shell qui démarre dans le container. Ok. On peut exécuter une commande dans le namespace d'un container, c'est-à-dire on est à l'extérieur du container et on veut exécuter une des commandes du noyau de base dans ce container. Okay.
C'est assez pratique parce que peut-être dans un conteneur, vous n'avez mis qu'une simple application, un simple Nginx, donc il n'y a pas de bash, il n'y a pas de terminal, il n'y a pas de... Mais comme le noyau est partagé, ben, vous pouvez décider qu'une commande va être exécutée à l'intérieur du container, donc ça vous permettra par exemple de faire un ls à l'intérieur de votre container Nginx et de voir ce qu'il a, lui, à l'intérieur. Un container, quand on est dedans, si on l'arrête, il passe en mode suspendu, exactement comme une VM serait suspendue, donc il n'est plus actif. Mais on peut s'en détacher en tapant CTRL-P, CTRL-Q, et après s'y réattacher avec la commande attach. Les conteneurs, on peut les lister avec la commande ps, docker ps. On peut lister les processus à l'intérieur d'un container sans avoir besoin de s'y connecter avec la commande docker top. On peut aussi voir ce qui se passe dans un processus avec tout ce qui est exécuté, tout ce qui est fait à l'intérieur avec la commande docker log. C'est intéressant, vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'intérieur de la machine, vous pouvez juste voir ce qu'elle fait. Donc le cycle de vie d'un processus, j'en ai déjà un peu parlé. On le démarre, okay. Puis après on l'arrête. Par exemple, vous avez fait un exit dessus. À ce moment-là, le container n'est pas détruit, il passe en mode suspendu, en mode hibernation. Et après, ben, on peut décider soit on le redémarre, soit on le détruit. Okay. Donc par exemple ici, un exemple complet, on démarre un container basé sur l'image Ubuntu dans lequel on met un bin bash, on s'en déconnecte. Quand je fais un docker ps, je le vois parce que c'est un container actif. Je peux m'y réattacher. Okay. Deuxième coup, je fais un exit dans mon container. Ce coup-là, quand je fais un docker ps, je ne le vois plus parce qu'il n'est plus actif. Par contre, si je fais un docker ps-a, je vois les containers actifs ou inactifs. Là, je vois qu'il est là. Je vois qu'il a été sorti il y a 6 secondes à peu près. Et si je fais un docker start, ce coup-là, pas un attach, un attach c'est sur un container déjà existant, un docker start va vous permettre de vous réattacher, de redémarrer ce container et de se connecter dedans. Alors les images maintenant, les images c'est un ensemble de fichiers à partir desquels on va construire les containers. Une image est composée d'un certain nombre de couches et les couches peuvent être partagées pour des questions d'optimisation. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc par exemple ici, Docker Pool Ubuntu, je vais télécharger l'image Ubuntu depuis le hub Docker, parce que Docker vous fournit un répertoire d'images. Après je le fais avec Nginx. Pour Nginx, je vois bien apparaître les 3 couches ici. Et à la fin, quand je fais un docker image ls, je vois apparaître mes 2 images. On voit que leur taille est assez petite, même pour une Ubuntu, on est à 64 mégaoctets. Vous n'avez pas évidemment une machine Ubuntu complète, mais vous avez un certain nombre de fonctionnalités de base de la distribution Ubuntu. Donc les images sont téléchargées depuis le hub Docker. Il y a possibilité d'avoir un hub privé au sein d'une entreprise, ça peut être pratique. Le nom de l'image, il y a deux options. Il y a soit un nom simple, par exemple Ubuntu Nginx, ça veut dire que c'est une image officielle. Soit un nom en 2 parties, nom d'utilisateur / nom de l'image. Et donc ça, c'est l'image créée par un utilisateur. Et à chaque image, vous pouvez rajouter vos tags, typiquement vos numéros de version. Okay, on a des exemples ici. Comment est-ce qu'on crée une image? Le plus simple, c'est à partir d'un fichier spécifique que l'on va soumettre à Docker, un fichier de commande, le fichier Dockerfile. Donc là, ici, from Debian, donc il va partir de l'image Debian, il va exécuter 2 commandes, un update puis un install. Puis après, il y a une commande par défaut qui sera exécutée lorsqu'on démarrera le container associé à cette image. On le construit avec un simple docker build, et là, on lui met le nom de l'image, utilisateur / et un tag à la fin, si on veut. Okay. Et l'image, à partir de ce moment-là, est construite, et on peut l'utiliser pour créer des VM. Réseau et volume, rapidement. Donc la gestion des réseaux, tous les ports sont privés par défaut, c'est-à-dire ils ne sont pas accessibles à l'extérieur du container, le container est fermé, donc il faut les rendre explicitement accessibles. Ça se fait assez typiquement avec la commande P, -P dans le Docker Run. Il y a d'autres options, mais on va voir celle-là. Donc là, ici, petite finesse, quand j'écris docker run -d-p 8080 vers 80, ça veut dire que dans la machine hôte, le port 8080 va être mappé sur le port 80 dans le container. Okay, donc c'est dans le sens hôte container. Okay. L'adresse IP n'est jamais exposée parce que dans un container, a priori, vous avez une application
n'avez pas besoin d'exposer l'adresse IP de l'application. Ce que vous avez besoin d'exposer, c'est son numéro de port. C'est ça qui va être intéressant. Okay, donc le numéro de l'adresse IP sera toujours l'adresse IP de la machine physique. Par contre, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'accéder au numéro de port. Donc là, par exemple, on a exposé le port 80 à l'intérieur du container sur le port 8080 à la machine physique. Et donc là, si je fais un localhost 8080, je vois mon Nginx. Okay. Les volumes maintenant. On peut monter un volume, c'est-à-dire une partie de votre disque local à l'intérieur du container. Donc là, par exemple, ici, je monte le volume $pwd, c'est-à-dire le répertoire courant à partir duquel je fais le docker run, dans la machine, dans USR share nginx html, parce que c'est là-dedans qu'nginx stocke ses fichiers. Une fois que j'ai fait ça, j'écris dans mon index.html local, donc je suis sur ma machine physique, j'écris mise à jour du fichier index.html. Non, j'aurais dû écrire bienvenue, excusez-moi. Il y a une petite erreur de copier-coller. Et là, quand je fais un curl après sur le port 32769, parce que le port 32769 correspond au port 80, okay, donc a été exposé. Là, ça, on n'a pas utilisé petit p, mais on a utilisé le grand P qui va exposer le port 80 à l'intérieur de la machine sur un port choisi par Docker. Donc ici, Docker a choisi le port 32769. Je peux le voir ici. Et quand je fais le curl sur ce port-là, je retrouve... j'aurais dû retrouver exactement ce que j'avais mis dans le fichier index.html, donc qui est local. Donc ça veut dire que voilà, je contrôle localement un répertoire qui est visible à l'intérieur du container. Les volumes peuvent être créés indépendamment d'un container. Okay, donc je peux créer un volume, je peux l'associer après à un container, puis après je peux le faire partager entre deux containers. Ils sont persistants, c'est-à-dire que les volumes créés de cette manière-là vont survivre à la fin du container. Donc voilà pour les réseaux et les volumes. Dernière partie, Swarm. Donc le problème que vous avez, c'est que vous avez plusieurs hôtes sur lesquels vous avez le Docker qui tourne, et vous désirez en faire un cluster, c'est-à-dire un ensemble de machines qui marchent simultanément. Et vous, ce que vous voudriez, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est soumettre un job, soumettre le démarrage de containers et que ça se répartisse de manière automatique sur votre cluster. Okay. Donc ça se fait depuis Docker Engine 1.12 qui inclut nativement le mode Swarm. Donc clairement maintenant on va plutôt aller sur des choses comme Kubernetes qui sont des solutions immensément plus compliquées, mais l'idée est la même, exécuter un ensemble de containers sur un ensemble de machines. Comment ça marche en pratique? Relativement simplement. Donc un swarm va consister en un ou plusieurs managers, c'est-à-dire c'est à partir des managers que vous allez lancer le déploiement des containers. On ne va pas parler vraiment de containers, on va parler plutôt de services au niveau swarm. Donc les containers, c'est niveau machine physique, Docker. Au niveau du swarm lui-même, on va parler d'un service qui va être un ou plusieurs containers. Okay. Les containers sont exécutés sur d'autres machines, ou éventuellement sur les managers, mais sur les machines qu'on appelle les machines nœuds. Okay. Et après, on va dire, on a deux modes d'exécution. Le mode répliqué, donc un container du service par nœud, ou le mode global, vous décidez que vous démarrez n containers, ils vont être répartis dans votre cluster. Donc là, par exemple, une image toute simple, vous démarrez un service dans lequel vous décidez vous utilisez le mode répliqué. Donc, comme il y a 3 nœuds disponibles, Docker Swarm va créer 3 réplicas et vous démarrez un réplica sur chacun des nœuds. Comment ça se fait en pratique? Il faut déjà démarrer le mode Swarm sur une machine dont on va décider quel est le manager, avec la commande Docker Swarm init, l'adresse IP, etc., etc. Et quand vous le faites, Docker vous dit, maintenant vous prenez cette commande ici, on retrouve l'adresse IP du manager, et vous allez exécuter sur les autres nœuds. Donc sur les nœuds, vous faites ça, un Docker Swarm join, ce coup-là, qui permet de se connecter au manager. Et avec la commande docker node ls, vous voyez à la fin l'ensemble des nœuds actifs. Donc par exemple ici, il y en a 2, dont le premier est le manager, noté comme leader. Okay. Une fois que ça c'est fait, sur le manager, on lance un service. Donc par exemple ici, le service dont le nom sera Hello World, avec un seul réplica basé sur l'image Alpine, et comme commande à l'intérieur sera exécuté un ping vers docker.com.
Une fois que ça c'est fait, si je fais mon Docker service ls, je vois qu'il y a un container, enfin qu'il y a un service dont le nom est marqué ici, enfin l'ID est marqué ici, le nom s'appelle Hello World. Il doit créer, Swarm devait créer un réplica, il l'a créé, et voilà la commande exécutée associée à ce container. Voilà, là on a vu tout ce qu'on avait à voir ici. Il faut maintenant arriver à fermer la présentation. C'est toujours le plus compliqué, mais je vais y arriver. Arrêter l'enregistrement.